Cette voleuse a empoché 400 000 euros, hurlait mon gendre devant 20 personnes, brisant la vie de ma fille innocente, amie en volée, carrière ruinée. Si son père ne lui a pas appris que voler c'est mal, je vais m'en charger personnellement, a-t-il lancé plein de mépris. Quelques jours plus tard, j'ai contacté mon vieil ami avocat, et j'ai regardé son visage suffisant se liquéfier de panique quand sa propre bêtise s'est retournée contre lui avec une violence implacable. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le téléphone a vibré au moment exact où je dégustais un Chambol Musigny 2015. Pas n'importe lequel, une bouteille que j'avais acquise aux enchères 3 ans plus tôt, destinée à célébrer quelque chose d'important. L'ironie voulait que ce soit l'appel de Florence qui m'interrompe et que sa voix tremblante transforme cette soirée tranquille en cauchemar. Papa, il faut que tu viennes, tout de suite. Pas de préambule, pas de comment vas-tu. Juste cette urgence qui faisait vibrer chaque syllabe. J'ai reposé le verre. 30e année comme notaire m'avait appris à reconnaître les urgences véritables. Qu'est-ce qui se passe? Un sanglot. Puis, Raphaël? Il m'a accusé, devant toute sa famille. Papa, il dit que j'ai volé 400 000 euros. Le silence qui a suivi n'avait rien de paisible. C'était celui qui précède les avalanches. 20 minutes plus tard, je garais ma Peugeot devant leur maison d'Écully. 140 mètres carrés d'apparence respectable, avec leur pelouse impeccable et leurs volets blancs. Tout ce que Raphaël aimait montrer au monde. Les lumières brillaient à toutes les fenêtres, inhabituelles pour 22 heures un dimanche. Florence m'a ouvert avant que je ne frappe. Ses yeux rougis, son mascara qui traçait des rivières noires sur ses joues, ses mains qui tremblaient en serrant un mouchoir détrempé. Ma fille, 35 ans, experte comptable réputée, réduite à l'état de naufragé. Raconte-moi tout, du début. Nous nous sommes installés dans le salon. Elle s'est effondrée dans le canapé, moi dans le fauteuil face à elle. Position de notaire. J'écoutais des drames familiaux depuis des décennies, mais là, c'était différent. C'était ma fille. C'était le déjeuner dominical chez Thérèse, comme d'habitude. Sa voix chevrotait. Toute la famille Ortiz était là, les frères de Raphaël, leurs femmes, les cousins, une vingtaine de personnes. Continue. Après le dessert, Raphaël s'est levé. Il avait cette expression, tu sais, quand il veut faire son intéressant, il a tapé sur son verre pour attirer l'attention. Elle s'est mordu la lèvre. Il a dit qu'il devait faire une annonce importante concernant la SCI familiale. La SCI Ortiz Patrimoine. Société civile immobilière créée par Feu, le père de Raphaël, pour gérer leurs biens. Florence m'en avait parlé. Elle aidait occasionnellement avec la comptabilité, bénévolement, parce que c'est la famille. Et alors? Il a sorti des papiers, des relevés bancaires, il les a brandis comme des preuves dans un tribunal. Sa voix s'est brisée. Il a dit que 400 000 euros avaient disparu du compte de la SCI, que lui seul avait accès au compte, sauf moi, parce que je préparais les rapports trimestriels. Je sentais mon estomac se nouer. Pas de panique, l'analyse d'abord. Il t'a accusé directement? Pire, il a fait tout un numéro. Les larmes coulaient à nouveau. Il a dit « Je ne voulais pas y croire, ma propre femme, mais les faits sont là. » L'argent a disparu exactement pendant les périodes où Florence avait accès aux documents. Quels documents exactement? Les rapports que je préparais. Mais papa, je n'ai jamais eu accès aux comptes bancaires. Jamais. Raphaël me donnait les chiffres. Je faisais juste les tableaux Excel, les graphiques pour les réunions. C'est lui qui gérait tout l'argent en tant que gérant de la SCI. Intéressant. Très intéressant. Dans ma longue carrière, j'avais vu suffisamment d'escroqueries familiales pour reconnaître les schémas. L'accusateur qui contrôle les preuves, la victime qui n'a accès qu'aux miettes d'informations, le timing parfait. Et sa mère, le visage de Florence s'est durci. Thérèse? Oh, elle a joué son rôle à la perfection. Elle s'est levée, les mains sur le cœur, et a dit « Mon pauvre fils, comment as-tu pu supporter ça en silence ?» Puis elle m'a regardé comme si j'étais... Elle n'a pas fini sa phrase. Les autres? Choqués, horrifiés. Certains murmuraient. Les frères de Raphaël semblaient perdus.
Mais personne n'a pris ma défense, personne. Sa voix s'est cassée sur le dernier mot. J'ai essayé d'expliquer, papa. J'ai dit que je n'avais jamais touché cet argent, que je ne savais même pas comment accéder au compte. Mais Raphaël a juste secoué la tête avec cet air de martyr noble qui souffre en silence. Où est-il maintenant? Chez sa mère. Il a dit qu'il ne pouvait plus rester sous le même toit qu'une voleuse. Le mot m'a frappé comme une gifle. Voleuse. Ma Florence, qui rendait la monnaie quand le boulanger se trompait de 50 centimes. Il a des preuves concrètes, des dates, des virements? Non, justement, que des accusations vagues. L'argent a disparu, les périodes coïncident, mais aucun document précis, juste ces affirmations. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Papa, je te jure que je n'ai rien fait. Tu me crois, n'est-ce pas? Je me suis levé, j'ai marché vers elle, j'ai posé ma main sur son épaule. Bien sûr que je te crois. La question n'est pas là. Alors où est-elle? La question est, pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Et surtout, j'ai marqué une pause, laissant mon esprit de notaire analyser les failles. Pourquoi aucune preuve concrète alors qu'il prétend gérer cette SCI depuis des années? Florence a cligné des yeux. Tu penses que... Je ne pense rien encore, mais quelque chose ne colle pas. J'ai fait les 100 pas devant la fenêtre, observant la rue paisible d'Écully. Un homme qui accuse sa femme de vol devant 20 témoins sans présenter de preuves solides. Soit c'est un imbécile, soit c'est un manipulateur. Et ton mari n'est pas un imbécile. Qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, rien. Ne signe rien. Ne reconnais rien. Ne t'excuse surtout pas. Je me suis retourné vers elle. Et demain matin, tu prends rendez-vous avec un avocat. Un bon. Tu penses que ça va aller jusque-là? J'ai regardé ma fille, ses mains tremblantes, son mascara coulé, sa détresse absolue, et j'ai compris que Raphaël Ortiz venait de commettre une erreur magistrale. Il pensait m'intimider, me faire courber l'échine, lui montrer que sa famille Ortiz était au-dessus de nous, simple Thibault. Il avait sous-estimé ce qu'un notaire peut faire quand on touche à sa fille. Oui, ai-je répondu calmement. Je pense que ça va aller très loin. Je suis rentré chez moi vers minuit. Mon appartement de Croix-Rousse m'attendait, silencieux et ordonné comme toujours. 95 mètres carrés de parquets anciens, de moulures, Troisième République et de souvenirs accumulés sur 64 ans d'existence. Au lieu de monter me coucher, j'ai descendu l'escalier étroit qui menait à ma cave. Mon refuge, mon royaume. 300 bouteilles soigneusement cataloguées, la température maintenue à 13 degrés constants, l'humidité à 70%. Chaque bouteille avait son histoire, son moment prévu. Je me suis servi un verre de Gevrey-Chambertin et je me suis installé dans le vieux fauteuil en cuir que j'avais descendu ici après le départ de Florence pour ses études. C'était là que je réfléchissais, que je résolvais les problèmes. Raphaël Ortiz. Le nom me laissait un goût amer dans la bouche, bien pire que le vin. Je me souvenais du jour où Florence l'avait ramené à la maison. Il y a 7 ans maintenant. Elle rayonnait, lui souriait avec cette assurance de celui qui sait qu'il plaît. Beau garçon, je devais l'admettre. Costume bien coupé, montre discrètement coûteuse, poignée de main ferme. Papa, je te présente Raphaël. Enchanté, monsieur Thibault. Florence m'a tellement parlé de vous. Oh, il savait parler, celui-là. Parfait équilibre entre respect et familiarité. Il m'avait questionné sur mon métier avec un intérêt apparemment sincère. Un notaire? Quelle profession fascinante! La mémoire d'une famille, en quelque sorte. Flatteur, un peu trop. Pendant le dîner, il avait monopolisé la conversation, racontant ses projets dans la finance, ses ambitions. Florence buvait ses paroles. Je me souviens d'avoir pensé, elle est amoureuse, vraiment amoureuse. Et aussi, quelque chose cloche. Mais qu'est-ce qu'un père peut faire? Interdire à sa fille de 30 ans de fréquenter quelqu'un parce qu'il a une intuition? J'avais gardé mes réserves pour moi, me disant que peut-être, pour une fois, mon instinct se trompait. Erreur. Le mariage avait eu lieu 2 ans plus tard. Cérémonie à Lyon, réception dans un restaurant chic d'hétéros, 150 invités. Raphaël avait insisté pour tout organiser. Florence a assez de travail comme ça avec son cabinet. Je m'occupe de tout. Contrôle,
dès le début, le contrôle. Thérèse Ortiz, la mère, était arrivée dans une robe qui criait « Regardez combien j'ai dépensé !» Elle m'avait toisé pendant les présentations. « Alors vous êtes le père de la mariée. Notaire, c'est bien ça? Retraité, madame ?» Ah, le « ah » contenait tout un monde de condescendance. Raphaël, lui, travaille dans la finance internationale. L'avenir, quoi. J'avais souri. 40 ans à gérer des successions m'avaient appris que l'argent de demain vaut rarement l'or d'hier. Les premières années avaient ressemblé heureuses. Florence s'épanouissait dans son travail, leur couple paraissait solide. Raphaël jouait bien son rôle de gendre attentionné. Invitations régulières à dîner, cadeaux pour mon anniversaire, conversations polies. Mais les signes étaient là, petits, subtils. La fois où Florence avait mentionné vouloir changer de voiture, et Raphaël avait répondu « Avec ta prime de fin d'année, tu sais qu'on doit économiser pour la maison. » Dit sur un ton léger, mais elle avait baissé les yeux. Ou ce Noël où elle m'avait offert une bouteille de Romanée Conti, 8 000 € au bas mot, et Raphaël avait plaisanté. Heureusement que ton père a les moyens d'apprécier ça. Nous, on se contente du supermarché. Tout le monde avait ri, sauf moi. J'avais vu le rouge monter aux joues de Florence, les contrôles financiers déguisés en sagesse conjugale, les décisions prises ensemble, mais toujours dans le sens de Raphaël, l'isolement progressif. Florence voyait de moins en moins ses amis, toujours une excuse, toujours une obligation familiale chez les Ortiz. Et moi, comme un imbécile, je m'étais dit que c'était l'évolution normale d'un couple, que je m'inquiétais pour rien. J'ai vidé mon verre et je me suis levé. Les bouteilles autour de moi semblaient de me juger. Combien valaient-elles? 300 000 €, peut-être 4, accumulées patiemment, choisies avec soin. Chaque étiquette racontait une histoire, une région, un moment. Raphaël pensait pouvoir acheter le respect avec l'argent volé. Il ne comprenait pas que certaines choses ne s'achètent pas. Je suis remonté dans mon bureau, 3 heures du matin. Dehors, Léon dormait. J'ai allumé ma lampe de travail et j'ai sorti un carnet, un vrai, en papier, avec une couverture en cuir. Habitude de notaire, les notes manuscrites ne peuvent pas être piratées. J'ai commencé à écrire. Tout ce que je savais sur Raphaël Ortiz, sa famille, la SCI, les connexions, les faiblesses potentielles. Une SCI familiale. Société civile immobilière. Outil merveilleux pour gérer un patrimoine ou pour le détourner. Le gérant a tous les pouvoirs, les autres associés font confiance. Si le gérant est malhonnête, 400 000 € disparus. Aucune preuve concrète présentée. Accusation publique. Timing parfait pour humilier Florence? Non, pas du timing, de la préméditation. Ma main s'est arrêtée sur le papier. J'ai relu mes notes. Lentement, une image se formait. Pas encore claire, mais les contours apparaissaient. Raphaël ne cherchait pas à récupérer de l'argent volé. Il couvrait ses propres traces. Il créait un bouc émissaire. Ma fille. Le téléphone a sonné, 4 heures du matin. Florence, encore. Papa, je ne peux pas dormir. Qu'est-ce que je vais faire demain? Mes collègues, tout le monde va savoir. Écoute-moi bien. Ma voix était calme, mais quelque chose en moi avait changé. Demain, tu vas au travail. La tête haute, tu ne dis rien à personne, tu ne te justifies pas. Si quelqu'un pose des questions, tu réponds que c'est une affaire familiale privée qui sera réglée par les voies légales appropriées. Mais, pas de mais. Florence, fais-moi confiance. J'ai passé 35 ans à démêler des affaires de famille bien plus compliquées que celle-ci. J'ai marqué une pause. Ton mari vient de commettre une erreur, une grosse erreur. Laquelle? Il t'a sous-estimé. Et pire encore, j'ai souri dans le noir. Il m'a sous-estimé. Après avoir raccroché, je suis redescendu à la cave. Cette fois, j'ai choisi une bouteille différente. Pas pour la boire, pour la regarder. Un Pommard 1990, l'année de naissance de Florence. J'avais acheté 2 caisses cette année-là, prévu d'en ouvrir une à son mariage, une autre à un moment important de sa vie. J'en avais ouvert une au mariage. Erreur. La deuxième caisse attendait le bon moment. « Tu veux jouer avec un notaire ?» ai-je murmuré en replaçant la bouteille. « Tu vas apprendre ce que ça coûte. » Le plan n'était pas encore formé, mais les fondations,
Oui, j'allais avoir besoin d'aide, professionnelle. Frédéric Perrault me devait un service. Nous avions travaillé ensemble sur des dizaines de dossiers complexes avant ma retraite. Excellent avocat, spécialiste du pénal maintenant, et un détective privé. Quelqu'un qui savait suivre l'argent, parce que c'était ça, le cœur du problème. L'argent. 400 000 euros ne disparaissent pas machon, le siapa. Comme ça, ils vont quelque part, sur un compte, dans un investissement, dans une poche. Et quand on trouve où va l'argent, on trouve la vérité. J'ai éteint la lumière de la cave et je suis remonté. À l'est, le ciel commençait à pâlir. Une nouvelle journée se levait sur Lyon. Pour Raphaël Ortiz, ce serait une journée comme les autres. Victoire facile, belle famille humiliée, plan qui se déroule parfaitement. Pour moi, c'était le début d'autre chose. On ne touche pas à ma fille. Jamais. Le lendemain, j'ai observé Florence partir au travail depuis ma fenêtre. Elle marchait la tête haute, comme je le lui avais demandé, mais ses épaules portaient le poids d'une accusation qu'elle ne méritait pas. Ma Peugeot était déjà garée en bas. Direction, le cabinet de Frédéric Perrault, rue de la République. Lyon se réveillait lentement. Les premiers tramways glissaient sur les rails, les terrasses des cafés sortaient de leurs chaises. Normalité trompeuse. Dans quelques heures, la rumeur aurait fait le tour du milieu professionnel lyonnais. Vous avez entendu? La fille de Pierre Thibault, oui, l'ancien notaire, accusé de vol, 400 000 euros, paraît-il. Tout se sait à Lyon, surtout dans notre milieu. Le cabinet de Frédéric occupait le 4e étage d'un immeuble haussmannien. Plaques de cuivre, escalier en pierre, ascenseur grillagé d'époque. J'ai grimpé les marches. L'exercice me faisait du bien, et j'avais besoin de calmer mes nerfs avant l'entretien. Sa secrétaire m'a reconnu immédiatement. « Monsieur Thibault, quelle surprise! Maître Perrault vous attend ?» Frédéric s'est levé quand je suis entré. La soixantaine bien portée, costume 3 pièces gris anthracite, lunettes à monture discrète. Nous nous étions croisés sur une trentaine de dossiers au fil des ans, successions compliquées, donations litigieuses, testaments contestés. Lui plaidait, moi authentifiais. Complémentarité parfaite. Pierre. Poignée de main ferme. Café? Volontiers. Nous nous sommes installés dans son bureau. Bibliothèque juridique du sol au plafond, bureau en noyer massif, vue sur la place des terreaux. Le décor classique du succès à la française. Ta secrétaire m'a dit que c'était urgent. Je lui ai tout raconté. Le déjeuner chez Thérèse, l'accusation publique, l'humiliation de Florence, l'absence de preuves concrètes. Il m'écoutait en prenant des notes, hochant la tête de temps en temps, fronçant les sourcils à certains détails. Quand j'ai eu fini, il a reposé son stylo. Une SCI familiale donc, Société civile immobilière. Raphaël Ortiz en est le gérant. Il a tapé du doigt sur son bureau. Le gérant d'une SCI a tous les pouvoirs. Signature sur les comptes, gestion des biens, décision d'investissement. Les autres associés, sa mère et ses frères, tu dis, font confiance. Exactement. Et Florence? Elle préparait les rapports trimestriels, tableaux Excel, graphiques pour les réunions. Rien d'autre. Pas d'accès au compte bancaire, pas de signature, juste du travail administratif basique. Frédéric a souri. Pas un sourire joyeux, celui d'un avocat qui vient de repérer la faille dans le système adverse. Donc, si je comprends bien, l'unique personne avec accès réel au fonds accuse sa femme, qui n'avait qu'un accès documentaire. C'est exactement ça. Et l'accusation a été faite publiquement, devant 20 témoins, mais sans présentation de preuves tangibles. Aucune date précise, aucun virement tracé, juste des affirmations vagues. Il s'est levé, a fait les 100 pas devant sa fenêtre. J'ai reconnu ce geste. Je faisais pareil quand je réfléchissais à un dossier complexe. Pierre, je vais te dire ce que je pense. Ton gendre est soit un idiot complet, soit un escroc qui couvre ses traces. Voilà. Il s'est retourné vers moi. L'argent est quelque part. On ne fait pas disparaître 400 000 euros dans les airs. Il faut suivre la piste. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin d'un professionnel, quelqu'un qui sait traquer l'argent. Frédéric a réfléchi quelques secondes. Olivier Dufour, détective privé, ancien de la brigade financière.
Il travaille sur mes dossiers complexes depuis 5 ans, discret, méthodique, et surtout, il a gardé ses contacts dans les milieux bancaires. Il peut faire ça légalement? Dans les limites de la loi, oui. Vérification des documents publics, surveillance, recoupement d'informations. S'il trouve quelque chose de concret, on pourra ensuite obtenir des mandats officiels. Il a griffonné une adresse sur une carte. Tiens, dis-lui que tu viens de ma part. J'ai pris la carte. Olivier Dufour, investigation financière, bureau dans le 6e arrondissement. Pas loin de chez moi. Combien ça va coûter? Frédéric a haussé les épaules. Tarif habituel, 3 500 € pour l'enquête préliminaire, 2 semaines de travail. S'il trouve quelque chose et qu'on doit aller plus loin, on réévalue. J'ai hoché la tête. L'argent n'était pas un problème. Ma retraite de notaire était confortable et j'avais des économies. Pour Florence, j'aurais dépensé 10 fois plus. Une chose encore, Pierre. Le ton de Frédéric était devenu plus grave. Si ce que tu soupçonnes est vrai, si Raphaël a détourné les fonds de sa propre SCI familiale et accuse Florence pour se couvrir, on entre dans le pénal. Abus de biens sociaux, au minimum. Peut-être fausses accusations. C'est du lourd. Je sais. Tu es prêt à aller jusque-là? C'est ton gendre, le mari de ta fille. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre. En bas, sur la place des terreaux, les gens allaient et venaient, inconscients des drames qui se jouaient dans les bureaux au-dessus de leur tête. Il a humilié ma fille devant 20 personnes. Il l'a traitée de voleuse. À cause de lui, elle va perdre son travail, sa réputation, peut-être ses amis. Je me suis retourné vers Frédéric. Ce n'est plus mon gendre, c'est un homme qui a déclaré la guerre à ma famille. Et dans une guerre, on ne fait pas de quartier. Frédéric a hoché lentement la tête. D'accord. Je lance les procédures. Rendez-vous avec Dufour aujourd'hui, si possible. Plus vite on commence, mieux c'est. En sortant du cabinet, je me sentais différent, plus léger. Comme si le simple fait d'agir, de mettre en mouvement les rouages de la justice, soulageait une partie du poids. L'après-midi même, j'étais assis face à Olivier Dufour, dans son bureau minuscule du 6e. La cinquantaine, cheveux grisonnants coupés courts, costume discret. L'air d'un comptable ennuyeux, exactement le genre de personne qu'on ne remarque pas. Parfait pour un détective. Frédéric m'a briefé par téléphone. Sa voix était aussi neutre que son apparence. SCI familiale, 400 000 € disparus, gérant qui accuse sa belle-fille. Ma fille, votre fille. Il a ouvert un dossier. Donnez-moi tous les détails. Nom complet de la SCI, qui sont les associés, depuis quand existe-t-elle, quel type d'actifs elle gère. Je lui ai tout dit. SCI Ortiz Patrimoine, créé en 2010 par feu, Alfonso Ortiz, père de Raphaël. 4 associés, Thérèse Ortiz, la veuve, et ses 3 fils, Raphaël, Thomas et Olivier. Patrimoine, 3 immeubles de rapport à Lyon, un à Villeurbanne, quelques parkings. Valeur estimée, 2 millions d'euros, peut-être plus. Dufour prenait des notes sur son ordinateur, ses doigts tapant rapidement. Raphaël est gérant depuis quand? Depuis la mort de son père, il y a 4 ans. Et les comptes? Où sont-ils domiciliés? Crédit Lyonnais, agence de la Pardieu. Parfait. Il s'est enfoncé dans son fauteuil. Voilà ce que je vais faire. D'abord, vérifier les documents publics, statut de la SCI, modifications éventuelles, déclaration au greffe. Ensuite, recouper avec ce que je peux trouver sur les mouvements immobiliers, achats, ventes, travaux déclarés. Enfin, il a souri légèrement. J'ai mes sources, pas officielles, mais efficaces. Si l'argent est parti quelque part, je le trouverai. Combien de temps? 2 semaines pour l'enquête préliminaire. Si je trouve quelque chose, je vous appelle immédiatement. Sinon, on réévalue. J'ai signé le contrat, réglé un acompte de 1 500 € par chèque. En partant, Dufour m'a serré la main. Monsieur Thibault, je vais être honnête avec vous. Dans 90% des cas comme celui-ci, mes investigations confirment les soupçons du client. Les gens qui accusent les autres bruyamment ont généralement quelque chose à cacher. Je l'espère. J'ai marqué une pause. Non, je le sais. Le soir même,
J'ai appelé Florence. Sa voix était éteinte, fatiguée. Papa, ça a été horrible au bureau. Tout le monde chuchotait. À midi, mon chef m'a convoqué. Il m'a dit que, compte tenu de la situation, il serait préférable que je prenne quelques jours de congé, pour que les choses se calment. Ne prends rien. Ma voix était ferme. Demande-lui de mettre ça par écrit, officiellement. Mais, Florence, fais-moi confiance. J'ai mis des choses en mouvement aujourd'hui. Dans 2 semaines, maximum 3, on saura la vérité. Et quand on la saura, tous ceux qui te tournent le dos aujourd'hui viendront ramper pour s'excuser. Un silence. Puis, tu as trouvé quelque chose ? Pas encore, mais je cherche et je vais trouver. Cette nuit-là, dans ma cave, j'ai ouvert mon carnet en cuir et j'ai fait le point. Frédéric, engagé. Dufour, lancé sur l'enquête. Florence, tient bon mais fragile. Raphaël, probablement convaincu d'avoir gagné. Erreur, j'ai tracé un schéma. Au centre, la SCI Ortiz Patrimoine. Autour, les 4 associés. Les immeubles, les comptes bancaires, les flux d'argent. Quelque part dans ce réseau, il y avait une faille, un virement suspect, un investissement inexpliqué, une trace. Et Olivier Dufour allait la trouver. Je me suis servi un verre de Nuit Saint-Georges et j'ai levé mon verre vers les bouteilles qui m'entouraient. À la vérité. Les 3 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Pas d'action spectaculaire, juste de l'attente. L'attente que Dufour trouve quelque chose. L'attente que Florence tienne le coup. L'attente que Raphaël se détende, se sente en sécurité, commette une erreur. Florence a finalement cédé aux pressions de son employeur. Démission volontaire, euphémisme transparent pour licenciement déguisé. Je l'ai accompagnée chez un avocat spécialisé en droit du travail, pas Frédéric, quelqu'un d'autre, pour garder nos munitions séparées. Elle pourrait attaquer plus tard, quand la vérité éclaterait. Les amis de Florence se faisaient rares. Certains appelaient encore, gênés, promettant leur soutien du bout des lèvres. D'autres avaient simplement disparu. J'avais oublié à quel point les gens peuvent être lâches face au scandale. Pendant ce temps, j'observais. J'ai toujours été doué pour l'observation, qualité essentielle pour un notaire. On apprend à lire entre les lignes des actes, à déchiffrer les non-dits dans les testaments, à comprendre les dynamiques familiales à travers les choix de succession. J'ai commencé à reconstruire ce que je savais de Raphaël. Pas l'image qu'il projetait, charmant, travailleur, dévoué, mais la réalité derrière le vernis. Les dîners où il monopolisait la conversation, ne laissant jamais Florence placer un mot. Les cadeaux qu'il offrait, toujours spectaculaires, toujours destinés à impressionner, mais jamais personnels, jamais réfléchis. La fois où j'avais mentionné un problème de plomberie dans mon appartement, et où il avait répondu « Vous devriez appeler quelqu'un, Pierre. Moi, je ne connais rien à la plomberie. » Sous-entendu, je suis au-dessus de ses tâches manuelles. Sa mère, Thérèse, était du même moule. Je me souvenais de ce déjeuner dominical, 2 ans plus tôt. Elle avait passé l'après-midi à parler de nos propriétés, notre patrimoine, notre standing, 3 immeubles hérités du mari décédé, transformés en empire imaginaire. Vous comprenez, Pierre, dans notre famille, on a toujours été propriétaire, jamais locataire. C'est important la propriété, ça forge le caractère. J'avais souri poliment. Mon appartement de Croix-Rousse valait probablement autant que leurs 3 immeubles réunis, mais je n'avais pas jugé utile de le mentionner. La discrétion, vertu notariale par excellence. Le 15e jour, Dufour a appelé. « Monsieur Thibault, j'ai quelque chose. Pas tout encore, mais suffisamment pour un rapport préliminaire. Vous pouvez passer à mon bureau demain matin ?» J'y étais à 9 heures précises. Dufour avait étalé des documents sur son bureau. Relevés bancaires, copies de statuts, tableaux Excel, avec des colonnes de chiffres. Son visage neutre habituel affichait une satisfaction discrète. Alors voilà. Il a tapé sur une feuille. La SCI Ortiz Patrimoine. 4 associés, parts égales, 25% chacun. Thérèse Ortiz, Raphaël Ortiz, Thomas Ortiz, Olivier Ortiz. Gérant, Raphaël,
nommé en 2021 après le décès du père. Je sais tout ça. Patience, regardez les comptes. Il a fait pivoter son écran d'ordinateur vers moi. Revenu locatif mensuel, entre 15 000 et 18 000 euros selon les mois. Charges d'exploitation, 3 à 4 000. Bénéfice net mensuel, environ 12 000 euros. Je calculais mentalement. 144 000 euros par an, divisé par 4 associés. 36 000 euros par personne et par an, correct, sauf que son doigt a tracé une ligne sur l'écran. Regardez les distributions effectuées. Les chiffres défilaient. Année 2022, 4 distributions de 9 000 euros chacune. Année 2023, 2 distributions de 9 000, puis plus rien. Année 2024, 0 distribution. Mais les revenus continuent? Exactement. Les loyers rentrent, chaque mois, comme une horloge. Mais depuis juillet 2023, plus aucune distribution aux associés. Où va l'argent alors? Dufour a souri, ce sourire de prédateur qui a repéré sa proie. C'est là que ça devient intéressant. Il a sorti une autre liasse de documents. J'ai un contact à la banque. Quelqu'un qui me doit un service. Officieusement, bien sûr. Voici ce que j'ai trouvé. Depuis juillet 2023, Raphaël Ortiz a effectué des virements réguliers du compte de la SCI vers son compte personnel. Mon cœur s'est accéléré. Combien? Montant variable, entre 15 000 et 35 000 euros, environ tous les mois, parfois tous les 2 mois, étiqueté comme avance sur distribution. Avance? Exactement. En théorie, un gérant peut se verser des avances sur les bénéfices futurs. Mais ces avances doivent être approuvées par les associés et régularisées lors de l'Assemblée générale annuelle. Il a tapé sur un autre document. Or, les procès-verbaux d'AG que j'ai trouvés au greffe ne mentionnent aucune approbation d'avance. Mieux encore, la dernière AG date de mars 2023, aucune depuis. Donc il s'est versé de l'argent sans l'accord des autres associés. Et sans convoquer d'assemblée générale pour régulariser. Cerise sur le gâteau, regardez le total. Il a pointé le bas de son tableau Excel. La somme me sauta aux yeux. 427 000 euros. 427 000 euros. J'ai relu le chiffre 3 fois pour être sûr. Raphaël avait crié partout que 400 000 euros avaient disparu. Et exactement 427 000 euros étaient passés de la SCI à son compte personnel. Il a volé sa propre famille. Les mots étaient sortis malgré moi. Techniquement, il a abusé de ses pouvoirs de gérant pour détourner les fonds de la société. En droit français, c'est qualifié d'abus de biens sociaux. Article L 240 et 1-3 du Code de commerce. 5 ans de prison maximum et 375 000 euros d'amende. Dufour s'est enfoncé dans son fauteuil. Et en accusant votre fille de ce vol, il a probablement commis le délit de dénonciation calomnieuse. J'ai pris les documents, les ai feuilletés lentement. Les preuves étaient là, noir sur blanc, date, montant, référence de virement. Tout était traçable, vérifiable. Il pensait qu'on ne découvrirait jamais, que l'accusation contre Florence suffirait, que sa famille le croirait sur parole. Probablement. Dufour a refermé son dossier. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous voulez faire de ces informations? Je veux qu'il paie. Ma voix était calme, mais quelque chose de froid s'était installé dans ma poitrine. Légalement, complètement. Je veux que tout le monde sache qu'il a menti. Que Florence soit innocentée, que sa propre famille découvre ce qu'il a fait. Alors il faut aller voir Frédéric Perrault, lui saura comment utiliser ça au mieux. Dufour s'est levé. Mon rapport complet sera prêt dans 2 jours. Tout sera documenté, sourcé, vérifiable. Vous pourrez le présenter devant n'importe quel tribunal. En sortant de son bureau, je tenais la chemise contenant les documents préliminaires. Mon téléphone a vibré. Message de Florence. Papa, Raphaël veut me voir. Il dit qu'on doit discuter de notre avenir. Qu'est-ce que je fais? J'ai répondu immédiatement. Accepte, reste calme, ne reconnais rien. Enregistre la conversation si tu peux, légal si tu es partie prenante. Et surtout, ne lui dis rien de ce que je fais. Le lendemain, j'étais de retour chez Frédéric. Il a lu le rapport de Dufour en silence,
hochant la tête de temps en temps, soulignant certains passages. C'est du béton. Il a reposé les documents. Avec ça, on peut l'enterrer, mais il faut être stratégique. Comment ça? Si on va directement à la police avec ces preuves, Raphaël peut prétendre que c'était une erreur comptable, qu'il comptait régulariser, qu'il y a eu un malentendu. Un bon avocat pourrait retourner la situation. Il s'est levé, a fait les 100 pas. Non, ce qu'il nous faut, c'est qu'il s'enferre lui-même, qu'il porte plainte officiellement contre Florence. Quoi? Réfléchis, Pierre. S'il porte plainte pour vol, il ouvre une enquête officielle. La police va examiner les comptes. Et là, nos preuves tombent comme un coup près. Il se sera accusé lui-même. Mais ça va détruire Florence encore plus. Une plainte officielle? Temporairement. Quelques semaines, maximum 1 mois. Mais quand la vérité éclatera, l'effet sera démultiplié. Florence sera non seulement innocentée, mais reconnue comme victime. Et Raphaël? Frédéric a souri. Raphaël passera de plaignant à accusé, publiquement, spectaculairement. J'ai réfléchi. C'était risqué. Mais Frédéric avait raison. Si Raphaël portait plainte, sa chute serait d'autant plus vertigineuse. Comment on le pousse à porter plainte? On le provoque, officiellement, par huissier de justice. On lui demande de fournir ses preuves ou de se rétracter publiquement. Son ego fera le reste. Et c'est là que j'ai compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pas par la violence, pas par la vengeance brutale, mais par la chose que Raphaël avait toujours méprisée, la loi, le droit, les procédures, tout ce qui fait la grandeur et la force du système juridique français. Il avait sous-estimé un notaire retraité. Il allait apprendre que 35 ans à manier le code civil forgeant des armes redoutables. Fais-le, Frédéric, envoie la mise en demeure et prépare le dossier complet pour quand il portera plainte. Ça va prendre combien de temps? Il a réfléchi. Mise en demeure, 1 semaine pour la rédiger et la faire signifier. Sa réaction, 2 semaines maximum. Enquête policière une fois qu'il aura porté plainte, 1 mois. Il a souri. D'ici fin juin, début juillet, on aura notre réponse. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai appelé Florence. « Papa, j'ai vu Raphaël. Il était bizarre, presque gentil. Il dit qu'il ne veut pas me détruire, qu'on peut encore arranger les choses si je reconnais mon erreur et que je rembourse progressivement. Tu as enregistré? Oui. Parfait. Garde ça précieusement. J'ai marqué une pause. Florence, écoute-moi bien. Dans les semaines qui viennent, les choses vont empirer avant de s'améliorer. Raphaël va peut-être aller jusqu'à porter plainte officiellement. Ne panique pas. J'ai un plan. Fais-moi confiance. Papa, tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Oh oui, j'ai trouvé exactement ce qu'il fallait. Cette nuit-là, dans ma cave, j'ai ouvert une bouteille que je gardais pour une occasion spéciale. Pas pour la boire, pas encore, juste pour la regarder. Un Chambertin 2005, année où Florence avait obtenu son diplôme d'experte comptable. Bientôt, très bientôt, ce serait le moment de la déboucher, pour célébrer non pas la vengeance, mais la justice. La mise en demeure est arrivée chez Raphaël un jeudi matin, fin avril. Je le sais parce que Frédéric m'a appelé juste après la confirmation de livraison par l'huissier. C'est fait, remise en main propre à 9h23. Comment a-t-il réagi? Selon l'huissier, surprise puis agacement, il a signé l'accusé de réception en marmonnant quelque chose sur le harcèlement. Un sourire perçait dans la voix de Frédéric. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Le document était simple mais redoutable. 3 pages rédigées dans le français juridique le plus pur, signées par maître Frédéric Perrault, avocat au barreau de Lyon. Objet: mise en demeure de fournir les preuves des accusations portées contre Madame Florence Thibault-Tortis concernant un prétendu détournement de 400 000 €. Délai: 14 jours. Faute de quoi, assignation pour diffamation publique. Il va mordre à l'hameçon? Avais-je demandé à Frédéric lors de la rédaction. Son ego ne lui laissera pas le choix. Un homme qui accuse publiquement ne peut pas se rétracter sans perdre la face. Il va vouloir prouver qu'il a raison. Et pour ça, il devra aller plus loin, porter plainte officiellement.
C'est ce que son avocat lui conseillera. J'avais hoché la tête. La psychologie humaine, prévisible comme une horloge suisse. Les jours suivants, j'ai observé Florence sombrer un peu plus. Elle restait enfermée dans l'appartement qu'elle louait maintenant. Un petit 2 pièces à Villeurbanne, tout ce qu'elle pouvait se permettre sans salaire. Raphaël avait gelé leur compte commun. Naturellement, je lui apportais des courses, passais du temps avec elle. Elle ne parlait presque plus. Les cernes sous ses yeux s'étaient recreusées. Ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de café. « Papa, j'ai reçu une convocation. » On était le 10e jour après la mise en demeure. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « De la police judiciaire de Lyon. Ils veulent m'entendre. »« C'est pour quand ?»« Lundi prochain, 9 heures. » Elle m'a regardé avec des yeux perdus, comme quelqu'un qui se noie. « Papa, Raphaël a déposé plainte, officiellement, pour détournement de fonds. C'est écrit clairement, noir sur blanc. J'ai pris le document. Brigade financière, hôtel de police de Lyon, affaire numéro 2025-L I-4782. Plainte déposée par monsieur Raphaël Ortiz contre madame Florence Thibault-Ortiz pour détournement de fonds au préjudice d'une SCI. Le piège venait de claquer. Florence, regarde-moi. Ma voix restait posée, presque douce. Lundi, maître Perrault t'accompagnera. C'est un très bon avocat. Tu répondras simplement, sincèrement. Tu n'as rien à redouter. Mais papa, une plainte officielle, c'est grave, très grave. S'ils pensent que je suis coupable, ils ne le penseront pas. J'ai posé ma main sur la sienne, fermement. Fais-moi confiance. Tout est sous contrôle. Son regard s'est un peu éclairci, hésitant. Tu as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé la vérité. Et la vérité, Florence, devient une arme redoutable quand on sait la manier. Le vendredi, Frédéric m'a appelé. On a reçu la copie de la plainte. C'est pile ce qu'on attendait. Raphaël accuse Florence d'avoir détourné 427 000 euros. Il a même donné le montant exact, le pauvre idiot, entre juillet 2023 et février 2025. Selon lui, elle avait accès au compte en tant que collaboratrice bénévole de la SCI. Des preuves concrètes ? Rien, uniquement des allégations. Il raconte qu'elle préparait les rapports, qu'elle était de confiance, et que l'argent a disparu durant cette période. Il a eu un petit rire sec. Il s'est lui-même passé la corde au cou. Et Thérèse ? Elle a signé une attestation conjointe. Confirme que Florence travaillait régulièrement sur les documents de la SCI. Ajoute qu'elle la trouvait étrangement intéressée par les finances familiales. Un silence. Pierre, ils sont en train de construire un château de cartes. Un souffle suffira à le faire tomber. Le dossier de Dufour est prêt ? Complet, 72 pages. Relevé bancaire, chronologie des virements, copie des statuts de la SCI, tout. J'ai aussi obtenu une expertise comptable indépendante qui confirme tous les virements suspects portent la signature électronique de Raphaël et de lui seul. Florence n'a jamais eu accès au compte. Parfait. J'ai marqué une pause. Lundi, on contre-attaque. Le week-end a passé dans une étrange torpeur. Florence était chez moi, repliée sur elle-même. Je l'ai installée dans son ancienne chambre. Elle dormait 16 heures par jour, réveillée par des cauchemars. Moi, je ne dormais presque pas. Je relisais le dossier, encore et encore. Chaque virement, chaque date, chaque signature. Tout était là, irréfutable. Raphaël pensait avoir gagné. Il avait transformé ses accusations privées en plainte officielle. Il avait mobilisé sa mère comme témoin. Il avait probablement célébré, convaincu que Florence allait craquer, avouer, supplier. Il ne savait pas que chaque pas en avant était un pas de plus vers sa propre destruction. Dimanche soir, j'ai appelé Frédéric. « Tout est prêt pour demain ?» Tout. J'ai préparé une contre-plainte, abus de biens sociaux et dénonciation calomnieuse. On la déposera pendant l'audition de Florence. Maximum d'impact. Les flics vont être surpris. Oh, je compte bien. J'entendais le sourire dans sa voix. Rien de tel qu'un plaignant qui se révèle être le vrai coupable. Ça réveille même les policiers les plus blasés. Cette nuit-là, j'ai dormi 4 heures. Pas d'angoisse, de l'anticipation.
Demain, le premier coup serait porté. Pas le dernier, mais le premier. Et les premiers coups sont souvent les plus satisfaisants. Lundi matin, 8h30. Florence était blême dans le rétroviseur de ma Peugeot. Je la conduisais à l'hôtel de police, rue Marius Berliet. Frédéric nous attendait devant l'entrée, serviette de cuir à la main, costume impeccable. « Bonjour Florence. » Il lui a serré la main. « Tout va bien se passer. Répondez aux questions honnêtement. Je serai là pour vous protéger si nécessaire. » Elle a hoché la tête, incapable de parler. « Et Pierre ?» Frédéric m'a regardé. « Tu attends ici ?» Évidemment. J'ai souri. Je ne voudrais manquer la suite pour rien au monde. Ils sont entrés. J'ai attendu dans la voiture, café froid dans un gobelet en carton, radio allumée sur France Info. Les minutes s'écoulaient. 9h, 9h30, 10h. À 10h27, mon téléphone a vibré. Message de Frédéric. « C'est fait, ils sont sous le choc, on sort dans 10 minutes. » Je me suis permis un sourire. Le piège s'était refermé. Sur Raphaël. Florence est sortie de l'hôtel de police à 10h42, Frédéric à ses côtés. Son visage était encore pâle, mais quelque chose avait changé dans son regard. De l'espoir peut-être, ou du soulagement. Alors, j'ai demandé quand ils sont montés dans la voiture. Frédéric a posé sa serviette. Son sourire était celui d'un chat qui vient d'attraper une souris particulièrement grasse. C'était magnifique, absolument magnifique. Florence a pris ma main. « Papa, ils ont tout compris. » Dès que maître Perrault a montré les documents, « Raconte-moi tout, depuis le début. » Frédéric s'est enfoncé dans le siège passager. On arrive. Ils nous font entrer dans une salle d'interrogatoire. 2 inspecteurs, capitaine Roussel, la cinquantaine, l'air fatigué, et lieutenant Mercier, plus jeune, regard vif. Classique, continue. Il commence par les questions de routine, identité de Florence, sa relation avec Raphaël, son rôle dans la SCI. Florence répond calmement. Oui, elle préparait des rapports trimestriels. Non, elle n'avait pas accès au compte bancaire. Non, elle n'a jamais effectué de virement. Florence a repris la parole, sa voix plus assurée. Puis le capitaine Roussel m'a demandé si je reconnaissais avoir détourné 427 000 € de la SCI Ortis Patrimoine. Et j'ai dit non, catégoriquement. Elle a esquissé un sourire tremblant. C'est là que maître Perrault est intervenu. Frédéric a ri. J'ai posé ma serviette sur la table, bien au centre, et j'ai dit « Messieurs, ma cliente nie formellement ces accusations, et nous avons des éléments qui suggèrent fortement que la personne qui l'accuse est en réalité celle qui a détourné ses fonds. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Leur réaction, le capitaine Roussel a froncé les sourcils. Mercier a levé la tête de ses notes. « Comment ça ?» a demandé Roussel. « Et là, tu as sorti l'artillerie. » Là, j'ai sorti l'artillerie. Frédéric a tapé sur sa serviette. Rapport complet d'Olivier Dufour, 72 pages. J'ai commencé par leur montrer les statuts de la SCI. 4 associés, parts égales. Raphaël Ortiz, gérant unique depuis 2021. Signature exclusive sur les comptes bancaires. Florence a continué. Les policiers lisaient et je voyais leur visage changer. Le lieutenant Mercier est devenu très attentif. Il prenait des notes rapidement. Puis j'ai sorti les relevés bancaires. Frédéric s'est penché en avant, page après page. Chaque virement du compte de la SCI vers le compte personnel de Raphaël Ortiz. 15 000 €, 23 000, 35 000, 18 000. Toujours avec la même référence, avance sur distribution. Et le total 427 000 €, exactement le montant qu'il accuse Florence d'avoir volé. Frédéric a souri. J'ai vu le moment exact où le capitaine Roussel a fait le lien. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé Mercier. Mercier a regardé les documents. Puis, ils m'ont regardé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Roussel a dit « Attendez, vous êtes en train de me dire que le plaignant, monsieur Raphaël Ortiz, a lui-même effectué ces virements. » Et tu as répondu « Pas moi, capitaine. Les documents, regardez les signatures électroniques. Toutes au nom de Raphaël Ortiz. Ma cliente n'a jamais eu accès à ses comptes,
Nous avons une attestation de la banque qui le confirme. Florence a serré ma main plus fort. C'est là que tout a basculé, papa. Le capitaine a demandé s'il y avait eu des assemblées générales pour approuver ses avances. Et Frédéric leur a montré les procès-verbaux du greffe. Exactement, dernière AG, mars 2023. Aucune mention d'avance approuvée, aucune AG depuis. Frédéric a croisé les bras. Le lieutenant Mercier a dit « Donc, si je comprends bien, monsieur Bortiz s'est versé 427 000 € de la société familiale sans l'accord des autres associés, puis il accuse sa femme de ce détournement. C'est exactement ce que les preuves suggèrent, j'ai répondu. Très calmement, presque tristement. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu me retenir. Leur tête, j'aurais voulu voir leur tête. Oh Pierre! Frédéric riait aussi maintenant. Le capitaine Roussel s'est enfoncé dans sa chaise. Il s'est passé la main sur le visage. Puis, il a dit, et je cite, « Putain de merde ». Florence a rougi légèrement. Il s'est excusé tout de suite, mais oui, c'était sa réaction. Et Mercier a ajouté « On va avoir besoin de vérifier tout ça. Si c'est confirmé, il n'a pas fini sa phrase. Alors tu as déposé la contre-plainte ? Alors j'ai déposé la contre-plainte. » Frédéric a sorti un document de sa serviette. Au nom de Florence Thibault-Ortiz contre Raphaël Ortiz. Chef d'accusation, abus de biens sociaux, article L 241-3 du Code de commerce, et dénonciation calomnieuse, article 226-10 du Code pénal. Ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Roussel a dit qu'ils allaient convoquer Raphaël Ortiz pour audition, dès cette semaine. Frédéric a regardé par la vitre. « Pierre, je fais ce métier depuis 25 ans. J'ai rarement vu un retournement de situation aussi net. Raphaël Ortiz est venu porter plainte contre sa femme pour un vol qu'il a lui-même commis. C'est du suicide judiciaire, j'ai complété. Florence s'est tournée vers moi. « Papa, comment tu savais ? Comment tu savais qu'il mordrait à l'hameçon ? » Parce que je le connais. J'ai démarré la voiture. Les gens comme Raphaël ont un défaut fatal, l'orgueil. Il ne pouvait pas accepter qu'on le mette en doute. Alors il a voulu prouver qu'il avait raison. Et pour prouver qu'il avait raison, il a dû officialiser ses accusations. Et en les officialisant, il a ouvert la porte à une enquête officielle. Une enquête qu'il ne contrôle pas. Une enquête qui va regarder les faits. Et les faits, ma chérie. J'ai souri. Les faits sont têtus, ils ne mentent pas. Nous roulions vers Croix-Rousse. Le soleil de mai brillait sur Lyon. Florence était silencieuse, mais je sentais qu'elle respirait mieux, comme si un poids invisible s'était allégé. « Combien de temps avant qu'il le convoque ?» ai-je demandé. « Quelques jours, une semaine maximum. » Frédéric a consulté son téléphone. Roussel m'a dit qu'il voulait vérifier les signatures bancaires d'abord. Procédure standard. Mais une fois qu'il aura la confirmation, Raphaël va recevoir sa convocation. Et là, il va comprendre. Florence a regardé par la vitre. Je me demande comment il va réagir quand il comprendra que son plan s'est retourné contre lui. Panique, ma réponse était immédiate. Il va paniquer, appeler des avocats, probablement accuser tout le monde de complot contre lui. Sa mère va hurler à l'injustice. Ça va être leur parole contre les documents, a dit Frédéric. Et les documents gagnent toujours ? J'ai souri. Toujours ? Le mercredi suivant, à 16h12, j'ai reçu un appel de Frédéric. Pierre, ça y est. Ils l'ont convoqué ? Mieux que ça. Ils l'ont auditionné ce matin, en garde à vue. J'ai dû m'asseoir. En garde à vue ? L'expertise bancaire a confirmé tout ce qu'on disait. Les signatures, les dates, tout. Roussel a obtenu un mandat. Ils l'ont cueilli chez sa mère à 7h ce matin. Comment il a réagi ? D'après Roussel, il était décontenancé, puis furieux. Il a exigé son avocat. Crié qu'on le harcelait, que c'était un coup monté, que Florence et toi vous étiez manipulés par des escrocs ? Frédéric riait. Ça n'a servi à rien. Les preuves sont écrasantes. Ils vont l'inculper ? Roussel pense que oui. Le procureur examine le dossier. D'ici la fin de la semaine, Raphaël Ortiz pourrait être officiellement mis en examen pour abus de biens sociaux et dénonciation calomnieuse. J'ai fermé les yeux.
Le plan fonctionnait. Mieux que prévu, même. Et Thérèse? Ah, Thérèse. Le ton de Frédéric a changé. Elle a débarqué au commissariat pendant l'audition de Raphaël. Elle criait qu'on persécutait son fils, que c'était un scandale, qu'elle allait porter plainte contre la police. Ils l'ont écoutée. Roussel lui a demandé si elle savait que son fils s'était versé 427 000 € de la SMACIT familiale sans l'accord des associés. Elle a dit que c'était des mensonges. Il lui a montré les relevés bancaires. Et, d'après Roussel, elle est devenue blanche, puis rouge. Puis elle a commencé à bégayer qu'il devait y avoir une erreur, que Raphaël gérait bien l'argent, que c'était pour la famille. Frédéric a marqué une pause. Roussel lui a demandé si elle, personnellement, avait reçu sa part des bénéfices depuis juillet 2023. Elle a répondu quoi? Silence, puis Raphaël m'a dit que l'argent était réinvesti. Réinvesti. Ah, j'ai ri amèrement. Dans une Porsche Cayenne et un appartement au nom de maman. Quel bel investissement familial. Roussel envisage de l'auditionner aussi. Complicité possible. J'ai raccroché et je suis descendu à ma cave. J'ai sorti le Chambertin 2005. Cette fois, je l'ai débouché. Le premier coup était porté et Raphaël Ortiz, dans sa cellule de garde à vue, venait de comprendre que sa propre arrogance l'avait détruit. Délicieux. La convocation pour la constitution de partie civile est arrivée 3 semaines plus tard. Date 15 juin 2025, 14 heures. Lieu bureau du juge d'instruction, palais de justice de Lyon. Objet instruction de l'affaire Ortiz. Abus de biens sociaux et dénonciation calomnieuse. Frédéric m'a appelé le matin même. Pierre, c'est aujourd'hui, tu es prêt? Depuis le début, je suis prêt. Raphaël sera là avec son avocat. Et sa mère? Parfait, j'ai souri. Plus on est de fous, plus on rit. Florence était nerveuse dans la voiture. Ses mains tremblaient légèrement. Je les ai prises dans les miennes. Ma chérie, regarde-moi. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Officiellement, définitivement, tu n'as plus rien à craindre. Et s'ils arrivent à retourner la situation? Avec quoi? Des mensonges contre des preuves? De l'arrogance contre des relevés bancaires? J'ai secoué la tête. Impossible. Le palais de justice se dressait place Antonin-Poncet, imposant et solennel. Nous sommes arrivés avec 15 minutes d'avance. Frédéric nous attendait dans le hall, serviette à la main. Ils sont déjà là, salle d'attente du 2e étage. Comment sont-ils? Raphaël a l'air, disons, préoccupé. Thérèse fulmine. Leur avocat, maître Garnier, essaie de les calmer. Nous avons monté l'escalier. À l'étage, une salle d'attente exiguë. Et là, assis sur des chaises en plastique inconfortables, Raphaël et Thérèse. Raphaël a levé les yeux quand nous sommes entrés. Notre regard s'est croisé. Il était pâle. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches. Son costume, habituellement impeccable, semblait froissé. À côté de lui, un homme d'une 50aine d'années en costume bleu marine. Maître Garnier, sans doute. Thérèse, elle, était cramoisie. Elle s'est levée d'un bond. « Vous, comment osez-vous » ? Madame Ortiz. Frédéric s'est interposé calmement. « Je vous suggère de garder vos commentaires pour l'audition. Mon fils est innocent. Innocent, c'est elle, la voleuse. » Elle pointait Florence du doigt. Elle et son père manipulateur. L'avocat de Raphaël l'a tiré par le bras. « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne faites qu'empirer les choses. » Je me suis assis en face de Raphaël. Tranquillement. J'ai croisé les jambes et je l'ai regardé. Sans dire un mot. Il a détourné les yeux le premier. À 14 heures précises, la porte du bureau s'est ouverte. Une greffière nous a fait signe d'entrer. Le bureau du juge d'instruction, Madame Lefebvre, était sobre. Bibliothèque juridique, bureau en bois sombre, drapeau français dans un coin. Elle était assise derrière son bureau, la cinquantaine, cheveux gris coupés courts, regard perçant derrière des lunettes à monture fine. « Asseyez-vous. » Nous avons pris place. Frédéric, Florence et moi d'un côté. Raphaël, Thérèse et maître Garnier de l'autre. Le capitaine Roussel était présent aussi, debout près de la fenêtre, carnet à la main. Madame Lefebvre a ouvert le dossier devant elle. Épais.
très épais. Bien, nous sommes ici dans le cadre de l'instruction de 2 plaintes. D'une part, la plainte initiale de Monsieur Raphaël Ortiz contre Madame Florence Thibault-Ortiz pour détournement de fonds. D'autre part, la plainte de Madame Florence Thibault-Ortiz contre Monsieur Raphaël Ortiz pour abus de biens sociaux et dénonciation calomnieuse. Elle a retiré ses lunettes. Mauvais signe. Pour Raphaël. J'ai examiné attentivement les éléments du dossier, les expertises bancaires, les témoignages, les documents comptables. Elle a regardé Raphaël. « Monsieur Ortiz, souhaitez-vous maintenir votre plainte contre Madame Thibault-Ortiz » Raphaël a ouvert la bouche. Son avocat a posé la main sur son bras. « Madame la juge, mon client. » « Je m'adresse à votre client, maître Garnier. Monsieur Ortiz » Raphaël a regardé sa mère, puis son avocat, puis brièvement Florence. « Oui, je maintiens. » « Bien, dans ce cas, examinons les faits. » Madame Lefebvre a sorti une liasse de documents. Relevé bancaire de la SCI Ortiz Patrimoine. Période, juillet 2023 à février 2025. Elle a commencé à lire. Chaque virement, chaque date, chaque montant. Sa voix était neutre, factuelle, implacable. 3 juillet 2023. Virement de 15 000 € du compte SCI vers le compte personnel de Raphaël Ortiz. Référence, avance sur distribution. 22 juillet 2023. Virement de 23 000 €. Même référence. 15 août 2023. J'observais Raphaël. Son visage changeait à mesure que la liste s'allongeait. De pâle à exsangue, ses mains serraient les accoudoirs de sa chaise. À côté de lui, Thérèse était figée, les lèvres pincées. Madame Lefebvre a continué pendant 5 minutes. 5 minutes de lecture monotone. 53 virements, 427 000 €. Total, 427 000 €. Elle a reposé les documents. « Monsieur Ortiz, pouvez-vous expliquer ces virements » Raphaël s'est raclé la gorge. « C'était des avances. Comme gérant, j'avais le droit. Des avances approuvées par les associés. J'allais les régulariser. » Quand la voix de Madame Lefebvre s'était durcie. La dernière assemblée générale de la SCIA date de mars 2023. Aucune depuis, aucune convocation, aucun procès-verbal. Ma mère savait, votre mère est associée, pas les seuls. Elle a sorti un autre document. Vos frères, Thomas et Olivier Ortiz, ont déposé une plainte séparée pour abus de confiance. Ils affirment n'avoir jamais été informés de ces virements, n'avoir jamais approuvé ces avances. Et surtout, elle a regardé Raphaël fixement. N'avoir reçu aucune distribution depuis juillet 2023, pas un euro, alors que les loyers continuèrent de rentrer. 12 000 € par mois. Où est passé cet argent, monsieur Ortiz? Le silence était assourdissant. J'ai réinvesti pour la SCI. Dans quoi? Madame Lefebvre a ouvert une nouvelle chemise. L'expertise comptable ordonnée par le tribunal a examiné tous les comptes de la SCI. Aucun investissement immobilier, aucune rénovation majeure, aucun achat. Elle a sorti des photos. Par contre, on a trouvé ceci, un appartement de 90 mètres carrés, rue de la République, valeur 320 000 €, acheté en septembre 2023, au nom de... Elle a regardé Thérèse. Madame Thérèse Ortiz, votre mère. Thérèse a blêmi. Et ceci, autre photo. Porsche Cayenne, immatriculé en novembre 2023. Propriétaire, Raphaël Ortiz. Prix d'achat, 75 000 €. Raphaël ne disait plus rien. Son visage était un masque de panique à peine contenu. Continuons. Madame Lefebvre n'avait pas fini. L'enquête a également révélé des virements réguliers vers un compte au nom de Mademoiselle Océane Blanchard. Montant total, 32 000 €. Mademoiselle Blanchard a été interrogée. Elle confirme être, une relation de Monsieur Ortiz. Florence a aspiré brutalement. Je lui ai pris la main. Thérèse a explosé. C'est un complot orchestré par ce notaire. Elle me pointait du doigt. Il manipule tout, il a falsifié les documents.
Madame Ortiz. La voix de Madame Lefebvre était glaciale. Les documents proviennent directement de la banque. Les signatures électroniques sont authentifiées. Il n'y a aucune falsification. Elle s'est tournée vers Raphaël. Monsieur Ortiz, revenons à votre plainte initiale. Vous accusez Madame Thibault-Ortiz d'avoir détourné 400 000 € de la SCI. Sur quelle preuve? Raphaël a regardé son avocat, désespéré. Maître Garnier a toussé. Mon client affirme que Madame Thibault-Ortiz avait accès aux documents de la SCI et... Avait-elle accès au compte bancaire? Madame Lefebvre a coupé. C'est une question simple, maître. Oui ou non? Non, mais avait-elle la signature sur ses comptes? Non. A-t-elle effectué ne serait-ce qu'un seul virement? Non, mais son rôle dans la préparation. Elle préparait des rapports trimestriels, sur la base de chiffres fournis par M. Ortiz lui-même. Madame Lefebvre a refermé le dossier avec un bruit sec. Je ne vois aucune preuve matérielle de l'implication de Madame Thibault-Ortiz dans un quelconque détournement. En revanche, elle a regardé Raphaël. Son expression était sévère. Monsieur Raphaël Ortiz, au vu des éléments du dossier, je vous informe que vous êtes mis en examen pour abus de biens sociaux, escroquerie en réunion et dénonciation calomnieuse. Le monde a semblé s'arrêter. Raphaël est devenu livide. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti. Thérèse s'est levée d'un bond. « Non, c'est impossible. Mon fils. »« Madame, asseyez-vous. » Le capitaine Roussel s'était approché. Je me suis penché légèrement vers Raphaël, juste assez pour qu'il m'entende. Ma voix était douce, presque compatissante. « Tu voulais m'apprendre ce qu'est voler? Regarde-toi dans le miroir. » Ses yeux se sont écarquillés. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La compréhension totale de ce qui venait de se passer. De comment sa propre plainte, sa propre arrogance s'étaient retournées contre lui. Son visage a traversé toutes les émotions en quelques secondes. Incrédulité, rage, panique, et finalement, défaite, il avait compris. Sabrenia s'était retournée contre lui, et il n'y avait aucune échappatoire. Les jours suivants ont été un tourbillon. L'affaire Ortiz, comme la presse l'appelait déjà, prenait de l'ampleur. Lyon Capital avait publié un article. Affaire de la SCI Ortiz. Le gérant accusé d'avoir détourné 400 000 € et d'avoir accusé sa femme. Le Progrès avait suivi. Puis France 3 Rhône-Alpes. Florence respirait enfin. Les charges contre elle avaient été abandonnées, officiellement, publiquement. Son nom était lavé. Mais Raphaël, lui, ne se rendait pas. Le premier coup est venu 5 jours après la mise en examen. Un courrier recommandé. Expéditeur. Cabinet Garnier et associés. Je l'ai ouvert dans ma cuisine, café à la main. Mise en demeure. Raphaël Ortiz exigeait que Florence retire sa plainte. Argument. Conflit familial résultant d'un malentendu. Il proposait de tout régler à l'amiable et de rembourser progressivement la SCI. J'ai ri, vraiment ri. J'ai appelé Frédéric. « Tu as reçu le courrier ?» À l'instant. Il riait aussi. Un malentendu, 427 000 € de malentendu. C'est presque poétique. On répond quoi? Rien. On laisse le procureur faire son travail. La plainte de Florence n'est plus entre nos mains. C'est une affaire pénale maintenant. Parfait. 2 jours plus tard, Raphaël a essayé une autre tactique. Il m'a appelé, directement. Mon téléphone a sonné à 22 heures. Numéro affiché, Raphaël Ortiz. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. « Pierre !» Sa voix était différente, suppliante. « Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, écoute-moi juste 2 minutes. » Il respirait vite. « Je sais que les choses sont allées trop loin, que j'ai fait des erreurs. Mais on est une famille. Florence est ma femme. On peut arranger ça. » Arranger quoi exactement? Le fait que tu l'aies accusé publiquement de vol? Le fait que tu aies détourné l'argent de ta propre famille? Ou le fait que tu as une maîtresse que tu entretenais avec cet argent? Silence. Pierre, Il n'y a plus de famille entre nous, Raphaël.
Il y a la justice, et la justice suivra son cours. Attends, ne raccroche pas. Sa voix montait. Tu ne comprends pas, ma mère, elle va tout perdre. L'appartement, tout, elle n'a rien fait. Elle a cosigné ton attestation mensongère. Elle savait. Elle voulait juste protéger son fils, en détruisant ma fille. Ma voix était devenue glaciale. Choisis mieux tes arguments, Raphaël. J'ai raccroché. Il a rappelé 3 fois. Je n'ai plus décroché. Le lendemain, c'est Thérèse qui a sonné à ma porte. À 9 heures du matin, je prenais mon café quand l'interphone a grésillé. Monsieur Thibault, c'est Thérèse Ortiz. Il faut qu'on parle. J'ai soupiré. Puis j'ai ouvert. Elle est montée. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, elle était essoufflée. Plus de maquillage parfait. Plus de tenue impeccable. Un jean, un pull, les cheveux en désordre. Vous. Elle est entrée sans invitation. Vous êtes content, hein? Vous avez détruit mon fils. Bonjour, Madame Ortiz. Je vous en prie, entrez. Mon ton était ironique. Ne faites pas l'innocent. Elle tremblait de rage. Vous avez tout manigancé, depuis le début. Moi, j'ai manigancé que votre fils détourne 400 000 €, que votre fils accuse ma fille. Fascinant. J'ai des pouvoirs que j'ignorais. Vous l'avez piégé. Non, madame, je l'ai laissé se piéger lui-même. Nuance. Je me suis assis. Café? Je n'en veux pas de votre café. Elle faisait les 100 pas dans mon salon. L'appartement qu'il m'a acheté, le juge veut le saisir, pour rembourser la SCI. Vous comprenez? Je vais tout perdre. L'appartement qu'il vous a acheté avec l'argent volé à ses propres frères. Oui, je comprends très bien. Mais je ne savais pas, Vous avez signé une attestation mensongère contre Florence, vous saviez très bien. Elle s'est effondrée dans un fauteuil. Les larmes ont commencé à couler. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Je vous rembourserai. Tout, progressivement. Mais laissez mon fils tranquille, s'il vous plaît. J'ai regardé cette femme qui, 2 mois plus tôt, traitait ma fille de voleuse devant 20 personnes. Qui riait, qui se délectait de l'humiliation de Florence. Ce que je veux? J'ai bu une gorgée de café. La justice, rien d'autre. Et la justice ne se négocie pas dans mon salon. Vous êtes un monstre. Non, madame, je suis un père. Je me suis levé. Et maintenant, si vous voulez bien sortir de chez moi. Elle est partie en claquant la porte. J'ai appelé Frédéric. Thérèse Ortiz vient de me rendre visite. Tentative de négociation, menaces, larmes, tout le répertoire. Note tout, date, heure, contenu de la conversation. Ça pourra servir. Un silence. Pierre, ils sont désespérés. Le procureur a confirmé, Raphaël sera jugé. Thomas et Olivier Ortiz maintiennent leur plainte civile. Thérèse risque d'être poursuivie pour complicité. Ils sentent les murs se refermer. Bien, mais fais attention, les gens acculés peuvent devenir dangereux. Frédéric avait raison, le coup suivant est venu 1 semaine plus tard. Florence m'a appelé, paniquée. « Papa, j'ai reçu une assignation. Raphaël demande le divorce et il réclame une prestation compensatoire à moi. Quoi? Son avocat dit que c'est Florence qui a détruit le couple par ses accusations infondées, que Raphaël a subi un préjudice moral, qu'il mérite compensation. » J'étais sidéré. L'audace était hallucinante. « Frédéric, dis-moi que c'est une blague. » C'est leur stratégie. Attaquer pour ne pas avoir à se défendre, créer la confusion, fatiguer l'adversaire. Sa voix était calme. Ça ne marchera pas. Aucun juge ne donnera raison à un homme mis en examen pour escroquerie contre sa femme innocentée. Mais ça va prendre du temps, des audiences, de l'énergie. C'est leur but. Exactement. J'ai serré les dents. On contre-attaque comment? On demande le divorce aux torts exclusifs de Raphaël. Adultère prouvé. On a les relevés bancaires de la maîtresse. Violence psychologique, l'accusation publique. Et on réclame une vraie prestation compensatoire. Florence a perdu son travail à cause de lui. Elle a droit à réparation. Combien? 80 000 €. Fais-le. Les semaines suivantes ont été épuisantes. Procédure sur procédure, assignation, contre-assignation, expertise. L'avocat de Raphaël multipliait les requêtes. Contestation de la validité de l'enquête bancaire. Demande d'expertise psychiatrique de Raphaël pour
troubles dépressifs post-traumatiques liés à la trahison conjugale. Requête en suspension de la mise en examen. Tout a été rejeté, un par un. Mais chaque rejet prenait du temps. Florence vacillait. Papa, j'en peux plus. Chaque semaine, un nouveau document, un nouveau rendez-vous, un nouveau mensonge de Raphaël. Tiens bon, il joue ses dernières cartes, toutes perdantes. Fin juillet, le coup le plus bas est venu. Thomas et Olivier Ortiz, les frères de Raphaël, m'ont contacté. Ils voulaient me voir. Urgence, disait-il. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la gare Pardieu. Thomas, 36 ans, ressemblait à Raphaël en plus jeune. Olivier, 32 ans, avait l'air plus fragile. « Monsieur Thibault, merci d'être venu. » Thomas était nerveux. « On voulait vous dire, on est désolé. Pour Florence, pour tout. Vous n'êtes pour rien. » Si, Olivier a pris la parole. On aurait dû surveiller Raphaël, vérifier les comptes de la SCI, mais on faisait confiance. C'est notre frère, je comprends. Notre mère, Thomas a hésité. Elle nous a demandé de venir vous voir, de vous demander de retirer la plainte de Florence. J'ai senti la colère monter. Votre mère vous envoie faire son sale boulot? Non, Thomas a levé les mains. On a refusé, on lui a dit qu'on ne ferait pas ça, mais on voulait vous le dire. Vous prévenir, elle devient de plus en plus instable. Elle parle de faire des choses. Quel genre de choses? Les deux frères se sont regardés. Olivier a murmuré. Elle a dit qu'elle irait voir les médias, qu'elle raconterait que vous manipulez Florence, que vous êtes derrière tout ça, que c'est une vengeance parce que vous n'avez jamais accepté Raphaël. Qu'elle le fasse. Ma voix était froide. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a autre chose. Thomas a sorti son téléphone. Elle a essayé de me convaincre de changer mon témoignage, de dire que Raphaël m'avait informé des virements, que j'étais d'accord. Elle veut que vous mentiez sous serment? Oui, pour sauver Raphaël. Il a rangé son téléphone. On a refusé. Mais on voulait que vous sachiez jusqu'où elle est prête à aller. J'ai hoché la tête. Merci de m'avoir prévenu. Ce soir-là, j'ai rappelé Frédéric. Thérèse Ortiz prépare une campagne médiatique et elle pousse ses autres fils à se parjurer. On anticipe. Je rédige un communiqué, chronologie des faits, documents à l'appui. Si elle va voir les médias, on publiera la vérité, intégralement. Elle ne reculera pas. Tant mieux. La voix de Frédéric avait pris un ton acéré. Chaque nouvelle attaque est une nouvelle preuve de son acharnement, ça ne fera que renforcer notre position. Début août, Thérèse est effectivement allée voir un journaliste. Article dans un blog local. Un père manipulateur détruit une famille pour se venger. Témoignage anonyme d'une mère de famille lyonnaise dont le fils est victime d'un complot orchestré par son ancien beau-père, notaire retraité. Frédéric a publié notre communiqué avec documents, relevés bancaires, procès-verbaux de police, décision de mise en examen. Le blog a retiré l'article en 24 heures. Raphaël et Thérèse perdaient, sur tous les fronts. Mais ils se battaient encore, désespérément, pathétiquement. Et moi, je tenais bon, parce que Florence comptait sur moi, parce que la justice était de notre côté, et parce que, contrairement à eux, je n'avais jamais menti. La vérité est une forteresse, inébranlable, mi-août. L'enquête touchait à sa fin. Le procureur avait bouclé son dossier. Date du procès fixée, début octobre 2025. Mais avant le procès, il y avait une autre bataille à mener. Florence, sa réputation, son avenir. J'ai appelé M. Dureau, le directeur de l'ancien cabinet comptable de Florence, cabinet Dureau et Associés, spécialisé en audit. 15 employés, bonne réputation sur Lyon. M. Dureau, c'est Pierre Thibault, le père de Florence. Un silence. Puis, M. Thibault, je ne sais pas si... Vous devez savoir que ma fille a été totalement innocentée. Les charges contre elle ont été abandonnées. C'est son mari qui est maintenant mis en examen. J'ai entendu quelque chose, oui. J'aimerais vous rencontrer, avec Florence, et son avocat, pour discuter des circonstances de son départ. Nouveau silence, plus long. Écoutez, Monsieur Thibault, je comprends votre position, mais Florence a démissionné volontairement.
Démission obtenue sous pression. Licenciement déguisé. En droit du travail français, c'est répréhensible. Ma voix était calme, mais ferme. Nous pourrions aller au prud'homme, ou nous pourrions discuter. À vous de choisir. Le rendez-vous a été fixé pour le surlendemain. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau, Dureau, cinquantaine bedonnante, transpiration nerveuse. Florence, pâle mais déterminée. Frédéric, serviette posée devant lui comme une arme. Monsieur Dureau. Frédéric a ouvert la discussion. Revenons aux faits. En mars dernier, vous avez convoqué ma cliente dans votre bureau. Vous lui avez suggéré de partir compte tenu de la situation. Elle a démissionné sous la pression. Nous n'avons fait que suggérer un licenciement déguisé. Article L. 1237-1 du Code du travail. Frédéric a sorti un document. J'ai ici un projet de plainte au prud'homme. Demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité. Salaire depuis mars, dommages et intérêts, préjudice moral. Total estimé, il a marqué une pause, 75 000 €. Dureau est devenu blanc. Mais nous ne pouvions pas garder quelqu'un accusé de... Accusé, pas condamné. Présomption d'innocence. Vous connaissez ? Frédéric a souri froidement. Et maintenant, ma cliente est totalement innocentée. Mais elle est toujours sans emploi, à cause de vous. J'ai pris la parole. Monsieur Dureau, soyons pragmatiques. Vous ne voulez pas d'un procès. Mauvaise publicité pour votre cabinet. Florence ne veut pas revenir travailler ici. Trop de mauvais souvenirs. Mais elle mérite compensation. Dureau s'est essuyé le front. Que proposez-vous ? 35 000 €. Lettre de recommandation élogieuse. Reconnaissance écrite qu'elle a quitté l'entreprise dans un contexte de pression injustifiée. 35 ? Il a dégluti. C'est beaucoup. 75 au prud'homme. Plus les frais d'avocat, plus l'image ternie. Frédéric a refermé son dossier. 35. C'est une affaire. Dureau a regardé Florence. Florence, je suis désolé. Vraiment, j'aurais dû vous soutenir. J'aurais dû attendre les faits. Florence a hoché la tête, incapable de parler. 35 000. Dureau a soupiré. D'accord. Nous sommes sortis 1 heure plus tard avec un accord signé. Dans la voiture, Florence a éclaté en sanglots. Pas de tristesse, de soulagement. Papa, ils ont reconnu. Ils ont admis qu'ils avaient tort. Oui, j'ai posé ma main sur la sienne. Et maintenant, tout le monde le saura. Parce que l'affaire Ortiz faisait les gros titres. Lyon Capital avait publié un article détaillé. Affaire de la SCI Ortiz. Le gérant mis en examen après avoir accusé son épouse. Le Progrès avait suivi avec détournement de fonds dans une SCI lyonnaise. 400 000 € disparus. Les détails étaient publics. Les noms étaient cités. Raphaël Ortiz, 38 ans, gérant de la SCI Ortiz Patrimoine. Thérèse Ortiz, sa mère, soupçonnée de complicité. Florence Thibault Ortiz, l'épouse faussement accusée, totalement innocentée. Les amis de Florence ont commencé à réapparaître, certains avec des excuses embarrassées, d'autres avec des messages prudents. On ne savait pas. Si on avait su, Florence a répondu à certains, ignorait d'autres. Elle apprenait à trier. « Papa, Claire m'a appelé. Tu te souviens, ma meilleure amie du lycée. Celle qui n'a pas décroché pendant 3 mois ? Oui. » Florence a souri tristement. Elle pleurait au téléphone. Elle disait qu'elle avait eu peur, que la rumeur était si forte, qu'elle ne savait pas qui croire. Tu lui as pardonné ? Je lui ai dit que je comprenais, mais que j'avais besoin de temps. Elle m'a regardé. C'est bien, non ? C'est très bien. Tu apprends à te protéger. Début septembre, le divorce a été prononcé. Aux torts exclusifs de Raphaël, adultère avéré, violence psychologique, prestations compensatoires, 80 000 € payables en 2 ans. Raphaël a fait appel. Son avocat argumentait que la prestation était disproportionnée. Le juge a rejeté l'appel en 10 minutes.
Monsieur Ortiz, votre épouse a perdu son emploi, sa réputation, sa santé mentale à cause de vos accusations mensongères. 80 000 € est une compensation minimale. Appel rejeté. Florence était libre, officiellement, légalement. Et moi, je préparais l'acte final, le procès. Fin septembre, j'ai reçu la convocation. Tribunal correctionnel de Lyon, affaire Raphaël Ortiz. Date d'audience, 7 octobre 2025, 9 heures. J'ai marqué la date sur mon calendrier. En rouge, Frédéric m'a appelé la veille. Pierre, demain c'est le grand jour. Tu es prêt? Depuis le début, je suis prêt. Florence sera là. Elle insiste pour venir. Elle veut le voir, jusqu'au bout. Bien, c'est important qu'elle voie la justice rendue. Un silence. Pierre, tu as fait quelque chose de rare. Tu as utilisé la loi française exactement comme elle doit être utilisée, pour protéger les innocents, pour punir les coupables. C'est pour ça que la loi existe. Pas tout le monde ne le comprend. Il a ri doucement. Demain, tu vas savourer. Oh, je compte bien. Le soir du 6 octobre, je suis descendu dans ma cave. J'ai choisi une bouteille spéciale. Romanée Conti 1990. L'année de naissance de Florence. La deuxième caisse. Celle que j'avais gardée pour un moment vraiment important. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Demain. Après le verdict. Pour célébrer non pas la vengeance, mais quelque chose de plus grand. La justice. Le 7 octobre 2025, 9h moins 10. Florence et moi sommes entrés dans le palais de justice de Lyon. Le hall résonnait de pas pressés, de conversations à voix basse, de destins qui se jouaient dans les salles d'audience. Salle 12, tribunal correctionnel, présidente, Madame Joubert, procureur, maître Renaud. Nous nous sommes assis au premier rang. Florence serrait ma main. Frédéric était à côté de nous, serviette sur les genoux. Puis, ils sont entrés. Raphaël d'abord, amaigri, costume froissé, regard fuyant. Rien du jeune homme arrogant qui avait accusé ma fille devant 20 personnes. À côté de lui, maître Garnier, son avocat, l'air résigné d'un homme qui sait qu'il a déjà perdu. Thérèse ensuite, vieillie de 10 ans en 6 mois. Cheveux mal coiffés, maquillage approximatif, mains tremblantes. Elle s'est assise derrière Raphaël, ne regardant personne. À 9 heures précises, la présidente est entrée. L'audience est ouverte. Affaire Raphaël Ortiz. Abus de biens sociaux et dénonciation calomnieuse. Le procès a duré 3 heures. Le procureur a présenté les faits, méthodiquement, froidement, les 53 virements. 427 000 €. L'absence d'assemblée générale, les avances non autorisées, l'appartement acheté au nom de la mère, la Porsche, la maîtresse, puis l'accusation contre Florence, publique, mensongère, calculée. Monsieur Ortiz a détourné l'argent de sa propre famille, puis a accusé son épouse de ce détournement pour détourner les soupçons. C'est un abus de confiance aggravé. C'est une dénonciation calomnieuse délibérée. Maître Garnier a tenté de défendre. Mon client a commis des erreurs de gestion. Il pensait sincèrement que sa femme, le stress, les problèmes conjugaux. La présidente l'a coupé. Maître, votre client a effectué 53 virements frauduleux sur 18 mois. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Les témoins ont défilé. Thomas et Olivier Ortiz, les frères. Ils ont confirmé aucune information sur les virements. Aucune distribution reçue depuis juillet 2023. Notre frère nous a volé. Le directeur de la banque, il a authentifié les signatures électroniques, toutes au nom de M. Raphaël Ortiz. Lui seul, Olivier Dufour, le détective. Il a présenté son rapport. 72 pages. Implacable. À 11h30, la présidente s'est tournée vers Raphaël. « Monsieur Ortiz, souhaitez-vous vous exprimer ?» Raphaël s'est levé, sa voix tremblait. « Je regrette. Profondément. J'ai fait des erreurs. Mais je n'ai jamais voulu. Répondez à la question. » La voix de la présidente était glaciale. « Avez-vous détourné 427 000 € de la SCI Ortiz Patrimoine ?» Silence. « Monsieur Ortiz ? » Oui, mais c'était. J'allais te rembourser. Avez-vous accusé votre épouse ?
Madame Florence Thibault-Ortiz, de ce détournement alors que vous saviez qu'elle était innocente? Raphaël a regardé Florence. Pour la première fois de la journée. Elle le fixait, impassible. Je pensais... Oui ou non, monsieur Ortiz? Sa voix s'est brisée. Oui. Le silence qui a suivi était assourdissant. La présidente a consulté ses notes. Le tribunal va se retirer pour délibérer. Suspension d'audience. 1 heure d'attente. Florence et moi sommes sortis prendre l'air. Elle fumait, elle avait recommencé pendant cette période. Je n'avais rien dit. Papa, tu penses qu'il va être condamné? Oui. La question est la sévérité. Je veux qu'il paie, pour tout. Sa voix était dure. Pour les mensonges, pour l'humiliation, pour avoir détruit ma vie. Il va payer, crois-moi. À 14 heures, nous sommes retournés en salle. La présidente est revenue. Son visage était grave. Levez-vous. Raphaël s'est levé. Ses jambes tremblaient visiblement. Monsieur Raphaël Ortiz, le tribunal vous reconnaît coupable d'abus de biens sociaux aggravés et de dénonciation calomnieuse. Vous êtes condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 1 an ferme. Raphaël a vacillé. Maître Garnier l'a retenu par le bras. Vous êtes également condamné à payer une amende de 50 000 euros. Vous devrez restituer à la S. Celente it Ortiz Patrimoine la somme de 427 000 euros, majorée des intérêts légaux. Vous êtes interdit de gérance de toute société pour une durée de 5 ans. Vous êtes condamné aux dépens. Chaque phrase tombait comme un couperet. J'observais Raphaël. Son visage traversait toutes les émotions. Incrédulité, horreur, effondrement. Thérèse, derrière lui, sanglotait bruyamment. Madame Thérèse Ortiz, levez-vous. Thérèse s'est levée, tremblante. Pour complicité d'abus de biens sociaux et faux témoignages, vous êtes condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros. Elle s'est effondrée sur sa chaise. De plus, l'appartement acquis au 47 rue de la République, au nom de Madame Thérèse Ortiz, avec les fonds détournés, est placé sous saisie conservatoire. Il sera vendu aux enchères pour rembourser la SCI Ortiz Patrimoine. La présidente a regardé Florence. Madame Florence Thibault, les accusations portées contre vous sont déclarées totalement infondées. Vous êtes reconnue victime dans cette affaire. Monsieur Raphaël Ortiz devra vous verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Florence a fermé les yeux. Une larme a coulé. L'audience est levée. Le coup de marteau a résonné. C'était fini. Raphaël s'est retourné vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux la compréhension totale. Il avait joué, il avait perdu, et il avait perdu à cause de sa propre arrogance. J'ai souri, légèrement, poliment, puis je me suis levé et j'ai pris Florence dans mes bras. C'est fini, ma chérie, tout est fini. Elle pleurait contre mon épaule. Merci, papa, merci. Dehors, le soleil d'octobre brillait sur Lyon. L'air était frais, vivifiant. Frédéric nous a rejoints. Alors, Pierre, satisfait? Très. Un an ferme. Il fera 6 mois minimum avec aménagement de peine. Mais 6 mois en prison, ce n'est pas rien. Et l'appartement de Thérèse? Saisi, vendu dans les 3 mois. L'argent ira à Thomas et Olivier. Il a souri. Justice est faite. Le soir même, chez moi, j'ai descendu la Romanée Conti 1990. Je l'ai débouchée avec soin, laissé respirer. Puis j'ai appelé Florence. Viens. Il y a quelque chose que je veux partager avec toi. Elle est arrivée 1 heure plus tard. Je lui ai servi un verre. Papa, c'est Romanée Conti, année de ta naissance. J'ai levé mon verre. À la justice. À la justice. Elle a bu. Papa, je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvé. Non, je t'ai défendu. C'est différent. J'ai bu à mon tour. Le vin était parfait, complexe, profond, équilibré. Tu étais innocente. La vérité devait éclater. Raphaël va aller en prison. 6 mois, peut-être moins. J'ai haussé les épaules. Mais sa réputation est détruite. Son nom est associé à l'escroquerie. Il ne trouvera plus de travail décent à Lyon. Probablement pas en France. Et Thérèse? Elle perd l'appartement.
Elle a une condamnation avec sursis. Si elle commet la moindre infraction dans les 18 mois à venir, elle ira en prison. J'ai souri. Elle va devoir vivre avec ses 2 autres fils, qui ne lui pardonneront jamais d'avoir su pour les détournements. Florence a cherché ses mots. C'est presque trop parfait. Ce n'est pas parfait, c'est juste. J'ai reposé mon verre. En France, on ne touche pas à la famille. Raphaël l'a appris. Nous avons bu en silence, le vin, la victoire, la paix retrouvée. Et maintenant, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant? J'ai regardé ma cave, mes bouteilles, ma vie construite sur 64 ans. Maintenant, je vais profiter. Lire, voyager peut-être, visiter les vignobles de Bourgogne, acheter quelques bouteilles pour ma collection. Et moi? Toi, tu vas reconstruire. Nouveau travail. Avec les 35 000 de Duro et les 30 000 de Raphaël, tu as le temps de choisir. Nouveaux amis, nouvelle vie. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu es libre, Florence, vraiment libre. Elle a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Nous sommes le 12 octobre 2025. 6 mois exactement après le début de cette affaire. 6 mois pendant lesquels j'ai utilisé tout ce que 35 ans de notariat m'avaient appris. Pas pour me venger, pour protéger. Raphaël a sous-estimé un vieil homme. En France, c'est une erreur coûteuse. Il a pensé que l'âge signifiait faiblesse. Il a découvert que l'âge signifie expérience, patience, connaissance du système. Je n'ai rien fait d'illégal, pas une seule fois. J'ai juste utilisé ce que la République française met à disposition de ses citoyens. La loi, les procédures, la justice. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais vu leur enfant détruite par des mensonges. La justice française est lente, mais quand elle arrive, elle est implacable, comme moi. Je suis assis sur ma terrasse ce soir, un verre de Sancerre fraise à la main. Lyon s'étend devant moi, lumière scintillante dans la nuit d'octobre. La vie est belle, et elle est à moi. Florence a sa vie devant elle. Raphaël a ses regrets. Thérèse a ses remords. Et moi, j'ai ma tranquillité. Durement gagnée. Justement méritée. L'histoire aurait pu être différente, s'ils avaient été différents. Mais ils ont choisi leur chemin. J'ai simplement éclairé les conséquences. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.